Non, bonjour à tous. Donc, on avait fait 2 séances avant, il y a 15 jours, il y a un mois, pour remettre un peu dans le contexte, sur l'ensemble des paradigmes qui influencent la recherche en sciences sociales. Je vais faire un peu un petit retour aujourd'hui, et le questionnaire. Donc, maintenant, on attaque l'entrevue, ce qui est vraiment ce que je préfère, on va dire, puisque moi, j'étais plutôt formée en méthode qualitative. J'ai fait mon doctorat en cadre d'une ethnographie, donc là, j'ai déployé beaucoup de méthodes. Et c'est vrai que le questionnaire, je n'étais pas très à l'aise. Et là, on rentre dans un thème qui me plaît davantage et pour lesquels je pense qu'on va pouvoir réussir à donner des stratégies intéressantes. Isabelle, qui est à ma droite, et Paul Doctorando Ashford, elle se présentera après, mais elle va pouvoir nous présenter un petit peu ses recherches et surtout, elle va mettre l'entrevue en contexte, en situation, ce qui va être passionnant. Donc, parce qu'on a toujours un peu des discours un peu désincarnés sur l'entrevue, notamment quand on lit des manuels. Et là, l'idée, ça va être de mettre les mains dans le cambouis et de voir un peu les difficultés de l'interaction. Donc, est-ce que j'arrive à changer ma présentation? Pourquoi je ne passe pas les slides? Ah, voilà. Donc, nous sommes bien rendus à l'entrevue le 20 février. Quel serait le plan d'aujourd'hui? Donc, nous allons d'abord un peu explorer les types d'entrevues, la définition qu'on peut en donner, mais de façon moins conventionnelle que peuvent le faire les manuels. On va proposer d'avoir une définition un peu critique sur les types d'entrevues qu'on présente normalement. Puis, on va parler de la préparation de l'entrevue, notamment le guide, dont on parle tout le temps dans les entrevues semi-dirigées, comment on peut l'élaborer, est-ce que c'est vraiment nécessaire, dans quel cadre, etc. Puis, la conduite de l'entrevue, donc c'est l'interaction en elle-même. Donc là, la rencontre, la prise de contact, mais aussi tous ces petits biais qui peuvent se créer lorsque vous voulez collecter des données dans le cadre d'une interaction et que vous récupérez quelque chose que vous ne voulez pas ou vous n'avez pas réussi à atteindre un certain niveau de vérité que vous recherchez. L'analyse, là, on va y aller assez rapidement parce qu'il y a tellement de méthodes d'analyse qu'en quelques minutes, c'est vraiment pas possible de voir, mais je serai toujours disponible de toute façon pour vous donner des références selon le type d'analyse que vous voulez conduire avec vos données quantitatives, même si ça me semble un peu aventureux, mais il y a quand même des gens qui s'y aventurent, et qualitative avec les types. Je vous présenterai par la suite les nombreux types d'analyses que vous pouvez faire avec des données d'entrevue. Et enfin, bon, Isabelle nous présentera, on aura du temps, on peut passer à ce côté point 5, il n'y aura pas de temps, l'entrevue en situation. Donc là, dans le cadre d'une recherche, comment s'encastre l'entrevue. Commençons. Alors, j'ai choisi une définition, peut-être que je peux... Ça va? J'ai choisi une définition ouverte que j'ai trouvée qui est intéressante de l'entrevue. Donc, c'est ma traduction libre. C'est un échange verbal en face à face au cours duquel une personne, donc l'intervieweur, essaie de mettre à jour des informations, des types d'opinions ou de croyances de la part d'une ou de plusieurs personnes. Alors, moi qui ai conduit des entrevues, je pense que c'est celle qui m'a le plus satisfaite. Pourquoi? Parce que j'ai conduit beaucoup d'entrevues qui étaient collectives en vérité. Pourquoi ça passe pas? J'arrive pas à passer le slide. Qu'est-ce pas? Peut-être parce que tu as fermé tout à l'heure pour revenir. Ça a marché. Ouais. C'est parce que tu as fermé. Tu cliques sur la fenêtre. Ah, d'accord, pardon. Le temps s'était passé. Donc voilà, pardon, on va laisser un peu de suspense. Donc, dans ma recherche, j'ai conduit pas mal d'entrevues qui étaient collectives. Et c'est vrai que parfois, vous voyez des gens qui ne sont pas très à l'aise de parler tout seuls, ça va les intimider. Donc, typiquement, c'était des artisans qui étaient toujours en groupe pour parler. Et si vous les preniez en entretien individuel, là, c'était terrifiant. Même si vous aviez une certaine familiarité avec elles se sentaient très à l'aise en groupe. Ça veut dire que si vous limitez votre vision de l'entrevue à un entretien, une interaction en face à face, ça peut être très limitant. Donc, j'ai bien aimé cette définition. Surtout, vous pouvez l'adapter si vous menez des entrevues, pas qui s'associent des focus groupes, mais qui puissent faire intervenir plusieurs personnes. Et surtout, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça ne délimite pas le type d'entrevue que vous allez choisir, donc semi-dirigé ou pas, et les utilisations que vous faites de l'entrevue. Parce qu'il y a des entrevues qui vont donner naissance à des récits de vie. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les manuels. Vous demandez à quelqu'un de raconter sa trajectoire de vie, son expérience. Puis il y a des entrevues qui sont beaucoup plus alignées vers la réponse à un type de questionnaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Que me
conseilleriez-vous dans ce cas? Donc, ça dépend. Le produit va changer. D'accord? Donc, ça, c'est une définition très ouverte. Mais ce que je veux dire, c'est que la définition que vous allez avoir de l'entrevue, son utilisation, ça va beaucoup dépendre de votre cadre paradigmatique. Donc, ça, si Maria-Louisa, si tu avais eu accès aux diapositives que j'avais, notre premier cours, mais on avait fait beaucoup de choses sur la manière dont son cadre paradigmatique, c'est-à-dire son épistémologie, va influencer ta méthode de recherche, notamment ta vision de l'entrevue. Et là, même si les gens n'ont pas vraiment assisté au premier cours, je voudrais juste reprendre rapidement pour vous dire à quel point la vision qu'on peut avoir de l'entrevue va beaucoup changer selon le paradigme de recherche dans lequel on s'inscrit. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces concepts-là, de néopositivisme, théorie critique, constructionnisme, mais c'était un peu les 3-4 principaux qu'on avait présentés au début. Et pour vous donner une petite idée, ici, j'ai pris la manière dont on peut voir l'entrevue selon chacun de ces cadres. Donc, dans le néopositivisme, l'entrevue, c'est un face-à-face, où l'intervieweur, c'est une personne qui veut cerner la vérité objective qui vient du discours de l'interviewé. Donc, j'ai une question de recherche, des hypothèses de travail, je veux les invalider, les affirmer, les confirmer. Je vais avoir accès à un discours que je vais objectifier avec des méthodes d'analyse. Donc là, on voit, il y a une certaine distance un peu épistémologique entre l'intervieweur et l'interviewé. Dans des théories critiques, donc qui rassemblent des tonnes de théories du féminisme à l'engagement critique pour l'émancipation, etc. Grossièrement, en fait, l'entrevue, c'est une action, c'est une intervention. D'accord ? Donc là, je l'ai mis, il y a cette idée de conscientisation. Donc l'intervieweur, il va mener l'interviewé à prendre conscience de certaines structures qui limitent son expérience. Il va l'amener à dévoiler par le discours des mécanismes de domination, mais aussi à intervenir sur eux. Donc là, il y a l'idée de recherche-intervention, recherche-action, au moins pour une transformation de la réalité qui soit seulement de l'interviewé. Et dans le constructionnisme, c'est un paradigme qu'on avait montré aussi, on l'appelle aussi parfois interprétativisme. Donc, l'entrevue, c'est une pratique sociale au cours duquel, en fait, on ne va pas nier l'influence que peut avoir l'intervieweur sur l'interviewé. Cette idée d'objectivité est abandonnée et on se dit, c'est un contexte d'interaction. Il n'y a pas un discours à saisir, mais le discours, il est co-construit. Et dans cette co-construction, un sens émerge. Et c'est ça qui intéresse le chercheur. Donc ça c'est pour vous dire que quand on vous présente une définition d'entrevue, vous la mettez dans votre thèse, maîtrise, n'importe quel produit de la recherche, il faut faire très attention à se dire, d'accord, ça on va dire c'est une définition large, mais quel est le paradigme que moi je vais adopter pour présenter, pour incarner un peu cette définition. Ça peut vraiment dépendre de votre orientation de recherche, on pourra en parler par la suite. Donc il y a une question qui survient souvent en amont du protocole de recherche, c'est quel type d'entrevue choisir. Et là, les manuels, généralement, ils nous présentent 3 types d'entrevues que vous devez souvent voir. Donc, directive, c'est comme un questionnaire. J'ai vraiment une suite de questions et je vais en fait appliquer ce protocole face à l'interview. C'est une vision assez néopositiviste de l'approche de l'entrevue, de mon point de vue. Il y a l'entrevue semi-directive, donc c'est ce qu'on appelle un peu le McDonald's de la recherche. Donc, c'est empaqueté, tout le monde l'utilise et il y aurait même des protocoles. On pourrait les appliquer aussi bien au Zimbabwe qu'au Canada. Donc, c'est l'entrevue. C'est très critiqué d'ailleurs d'avoir une approche très, très protocolaire de l'entrevue, mais malheureusement, c'est un peu le commun de la recherche. Et puis, il y a l'entrevue qui serait non directive. Donc là, on laisserait libre cours à la parole des interviewés sans interférence. Donc, pourquoi je dis que ce sont des définitions de manuel? C'est que vous voulez voir, si vous voulez faire des entrevues non directives, je vous souhaite bonne chance, puisqu'il y a une certaine direction qui s'impose. Vous êtes là à interroger quelqu'un sur quelque chose auquel il n'a peut-être jamais pensé, avec une formulation des questions qui va forcément orienter ses réponses. Donc, cette idée de non-directivité, pour moi, c'est un idéal. C'est pour ça que certains chercheurs qui sont plutôt ethnographes, ils commencent à dire, bah oui, ça a été non-directif. Même ils n'aiment pas ce terme un peu protocolaire. Ils se disent, je les ai orientés par mes questions. En même temps, je n'ai pas fait de guide. Il n'y a pas de la direction totale parce que je ne fais pas de questionnaire. Donc, à cette mixture-là, je vais prendre la non-directivité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette classification, qui vont dire entrevue ethnographique. Donc, entrevue encastrée dans la recherche. Il y a quand même beaucoup. C'est une terminologie très, très néopositiviste. Donc, si vous avez une approche plus constructionniste, interprétativiste de votre recherche, je vous conseille vous n'êtes pas obligé d'adopter ce type de classification. Vous pouvez en trouver d'autres, vous dire que c'est des entrevues libres, etc., ou des interactions.
je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un carcan et s'enfermer dans des classifications. Donc là, je vous ai montré que, je vous écris que l'entrevue, c'est une pratique sociale encastrée. Donc, dans le sens où elle est toujours dans un processus de recherche. Enfin, même si vous ne connaissez pas la personne, vous l'avez contactée auparavant par email, par téléphone, etc., vous avez déjà préparé l'interaction. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. La manière dont vous l'avez contactée avant, ça va influencer ce qu'elle attend de vous, la manière dont elle va se comporter. Si vous lui envoyez un mail très formel, elle va dire « Ouais, cette personne, c'est une chercheuse, elle m'a l'air quand même d'attendre certains résultats scientifiques. » Ça va orienter complètement ses réponses. Donc là, j'aime bien de dire qu'il y a des entrevues qui sont au commencement. Donc, j'aime bien cette terminologie d'entrevue exploratoire. Pas mal orienter la manière dont vous allez conduire l'entrevue, on va le voir après. On peut dire qu'il y a les entrevues principales, donc au milieu de la recherche, et puis celles qui sont des entrevues de contrôle. Parce que c'est bien pour vérifier certains résultats. Quand vous avez des hypothèses de travail, vous voulez voir si certaines personnes sont d'accord, si en correspondance avec la réalité ou non. Et puis, il y a ces entrevues ethnographiques qui, là, sont pas utilisés à tort et à travers. C'est vraiment un vocabulaire qui serait intéressant d'explorer si ça vous intéresse. Il y a quand même des auteurs, dont Stéphane Beau, qui a beaucoup écrit sur l'entrevue ethnographique, qui sont intéressants à lire. Donc voilà, c'est pour vous ouvrir un peu l'éventail des possibles à partir de la classification un peu première qu'on peut avoir. Et puis, il y a une autre question, moi, que je me posais, mais je suis sûre que vous me posez, c'est combien d'entrevues par projet? On dit toujours, mais combien on doit en faire pour que ce soit scientifique, pour que mon directeur de recherche accepte la validité de mes résultats. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui doit travailler chacun de nous à un moment. Et moi, je trouve que c'est pas très valide de penser ainsi parce que déjà, quand on choisit les entrevues et non les questionnaires, on dit on n'a pas cette ambition de représentativité d'une population. Pour partir de là, vous n'allez pas vous dire bon bah voilà, je vais interviewer 5 personnes du milieu médical, puis 5 autres du milieu de la recherche, puis 5 autres managers, et bon, comme il y a un certain équilibre, je pense que c'est pas très intéressant. En fait, l'entrevue, c'est vraiment dans une perspective plus large d'un phénomène que vous voulez étudier et vous voulez croiser des points de vue dessus. Donc, même si je commence à dire, bon, mais il n'y a pas de numéro d'or, il y a quelques orientations qui sont intéressantes. Donc, favoriser la diversité. Pourquoi favoriser la diversité? Parce qu'on a toujours tendance, je pense, interviewer d'abord des personnes qu'on connaît ou auxquelles on a accès facilement. C'est vraiment un classique pour commencer les entrevues. C'est, ah oui, un certain contact m'a donné ses numéros de téléphone. Et c'est pas forcément plus facile d'interviewer des gens qui vous connaissent. Et le terme scientifique pour parler de la pertinence de cette méthodologie, c'est le boule de neige. Oui. Laquelle est donnée par Feldman d'enchaînement. De recommandations. Et un des critères de sélection, pour parler vraiment positiviste, c'est, pour parler vraiment scientifique, c'est lien de confiance établi. Tu me mets dans tes critères de sélection, lien de confiance établi, parce que qu'est-ce que ça permet comme... je peux sauter comme ça? Bien sûr. OK, c'est bon. Ça permet d'aller chercher un maximum d'informations. Si tu as un lien de confiance établi, il y a une vérité significative, interprétative que tu peux aller chercher davantage que si dans un contact extrêmement froid. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça aide quand même de dire qui vous me recommanderiez de voir, mais on finit par fermer en silo quand même. Ouais. Avec ce genre de stratégie de boule de neige, c'est-à-dire que si vous, à chaque fois que vous interviewez la personne qui connaît cette personne, il y a quand même une grande tendance à converger les points de vue. Alors, ce qu'on veut sur un phénomène, c'est d'avoir des points de vue opposés qui vont finalement se confronter, vous apporter des hypothèses différentes de travail, peut-être complètement infirmer vos hypothèses. Moi, c'est ce que je conseille, c'est aller vers quelqu'un qui est plus difficile à atteindre, mais avec plus d'efforts, et essayer même d'avoir une entrevue téléphonique, mais puisse croiser les points de vue. Parce que dans un chapitre méthodologique, maintenant en sciences sociales, c'est exactement l'échange qu'on vient d'avoir qu'il faut rendre sur papier. C'est-à-dire, j'ai choisi tel critère, bien de confiance, machin, ce fut boule de neige. Donc, la limite de ma démarche est justement que je n'ai pas eu accès à cette personne qui n'a pas un point de vue opposé, et donc on pourrait juger que, puis là, vous répondez. Oui. Toute la scientificité vient de comment vous mettez en discussion les limites de vos choix. Parce que limites, il y aura toujours dans le champ des sciences sociales. Entre autres, plus que dans la perspective. Si on a un point de vue un peu critique, réflexif sur ce qu'on fait. C'est là qu'on gagne en validité sur le plan scientifique en sciences sociales. Puis il y a aussi
appliquer ce principe de saturation qu'on voit souvent. Hein. Oui. Quand on épuise un peu un phénomène, on a l'impression que les entrevues se répètent ou confirment en fait un peu trop ce qu'on avait déjà découvert. C'est peut-être le moment de s'arrêter sur certaines voies, d'interroger des acteurs différents. Enfin, c'est pas que tout est une question de sensibilité, mais quand même, ça intervient beaucoup. C'est-à-dire notre propre point de vue, notre interprétation des résultats de la recherche va un peu orienter vers qui on va aller. Mais ce que je veux dire, c'est favoriser toujours la diversité. Des gens qui ne sont pas forcément en accord avec vos premiers résultats. Donc, ça, c'est une petite indication un peu préliminaire. Mais comment on sollicite les entrevues? Bon, je vais dire que tous les conseils que je vais donner ici sont assez théoriques et abstraits, mais il y a des recommandations un peu importantes à faire. Si vraiment vous n'avez aucune notion de comment demander une entrevue à quelqu'un, il y a cette idée de se présenter brièvement sa recherche, d'expliquer sa démarche, privilégier la transparence, et puis surtout minimement expliquer à la personne ce qu'elle pourrait nous apporter, en quoi elle est importante dans notre processus de recherche. Et là, moi, je trouve personnellement que c'est intéressant de privilégier la transparence, etc., mais il ne faut pas aller trop dans le détail. Parce que vous avez quand même un risque de paralyser un petit peu la personne. Enfin, moi, d'expérience, on me demandait mais en quoi mon point de vue est intéressant. Là, c'est important de répondre à cette question. Mais de dire qu'elle va apporter un élément significatif qui peut remettre en question, ce n'est pas forcément utile. Vous allez orienter complètement la manière dont les personnes vont répondre à votre question. Je pense que c'est d'accord. Oui, tout à fait. Je rajouterais simplement sur l'enjeu de la transparence. Parfois, dans le protocole de recherche même en sciences sociales, et là, je parle en connaissance de cause, tu choisis d'omettre certains éléments de questions, d'interrogations que tu vas avoir pour ne pas biaiser le propos que tu vas aller recueillir par un entretien. Je prends, par exemple, une recherche qui portait explicitement dans une recherche sur la démocratisation. Tu dis bonjour, elle dit démocratique. C'est un peu direct comme enjeu. Oui, je ne peux pas être contre la vertu. Surtout si tu parles en termes de participation citoyenne, de patients partenaires, d'engagement de la minorité visible, tous des thèmes fragiles sur le plan de l'enjeu de l'exclusion. Puis, c'est s'élancer quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai une cellule aussi. J'ai pas mis un livre tout d'un coup. Mais là, à ce moment-là, c'est ça qui est délicat sur le plan éthique. C'est-à-dire que tu dois clairement connaître ton sujet, savoir qu'est-ce qui t'intéresse de comprendre, quel questionnement tu veux porter avec les gens qui vont interviewer, jusqu'où tu vas dans le dévoilement de tes questionnements. Si tu choisis de ne pas tout dévoiler, il faut que tu le justifies vraiment significativement au niveau du comité d'éthique. Mais ça se peut de choisir de limiter la transparence à un certain niveau. Mais c'est très en termes de éthique. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a quelqu'un est-ce que vous pourrez couper son micro juste pour parce qu'on entend des clics et des. Je ne sais pas qui c'est, mais ça va faciliter l'audio. Voilà. À moins que vous ayez des questions, ouvrez votre micro. Voilà. Merci. Oui, non, ça va. Mais moi, je ne l'avais même pas entendu, en fait. Alors, comment on négocie finalement les conditions de l'entrevue? Donc, imaginez que vous avez commencé une prise de contact et puis il faut décider du lieu, la durée, du temps de l'entrevue, etc. Donc ça, je vous avoue qu'avant de rechercher ce genre de choses, je l'avais fait un petit peu à ma sauce, jusqu'à ce que je regarde et je trouve ça intéressant. On rencontre vraiment ce problème-là avec des gens qui ont peu de temps. On dit toujours, on va s'adapter vraiment à eux, on va essayer de les prendre sur un compte table, etc. rapidement. Et je trouve qu'en fait, c'est pas intéressant. C'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire, c'est trouver un équilibre entre vos nécessités à vous, d'avoir un moment vraiment tranquille pour parler, et l'agenda de la personne en question. Moi, pendant ma recherche, j'ai quand même mis pas mal de temps avant de m'apercevoir qu'il fallait que je m'impose un peu. J'étais plutôt dans la position de demandeur, oui, je vais m'adapter à votre agenda, etc. Puis je me suis dit, à force de me faire un peu, d'avoir des rendez-vous annulés, de tonnes de choses comme ça, je me suis dit, finalement, c'est bien de voir ça comme une négociation. Vous êtes en position de demandeur, mais en même temps, allez être à l'écoute de la personne. Et ça peut apporter beaucoup de choses pour un professionnel, un manager qui n'a pas beaucoup de temps pour avoir ce moment de réflexion sur les mêmes. Surtout après, les retours que vous pouvez donner aux personnes, elles sont assez reconnaissantes de voir, oui, j'ai eu ce moment pour réfléchir sur ce que je faisais et merci. Donc, ne pensez pas que vous êtes toujours en train de demander. Vous pouvez aussi faire un retour, vous avez des personnes. Donc, je pense qu'il y a une négociation à engager sur ce temps-là.
Alors, c'est vraiment des. Alors là, je vous ai dit, j'ai pris ça un peu en termes de manuel, donc pour définir une date proche, convenir d'un appel pour éviter les oublis, toutes ces choses-là, ça me semble quand même faire partie de votre organisation quotidienne des interactions avec les autres personnes. Mais j'aime bien l'idée de dire qu'il y a une négociation. Forcément, si vous parlez avec des managers, il y aura très peu de, on va dire, de voies ouvertes pour la négociation. Mais c'est bien de voir ça comme pensez-y avant, surtout pour le lieu. J'ai beaucoup d'entrevues enregistrées dans les lieux où c'était très désagréable après de faire de la retranscription à cause des bruits de fond. Donc là, je pense que ça, c'est à réfléchir. Et alors, pour le guide, imaginez que vous vouliez quand même si je vais échapper à la classification habituelle de la semi-directivité, moi, j'ai toujours préparé ce qu'on pourrait appeler un guide. Mais alors là, je vous dis, ce n'est pas un guide scientifiquement établi, comme on peut le voir dans les manuels, où là, vous avez presque 2 pages avec le lieu, les questions sociodémographiques, puis après les questions plus personnelles qui sont en lien avec votre question de recherche, à la littérature, etc. Je trouve que cette vision scientifique, si quelqu'un veut la suivre et puis c'est imposé peut-être par vos directeurs de recherche, c'est la manière dont la recherche se fait dans votre domaine. Ou le comité scientifique Voilà. d'éthique. C'est peut-être là ce que j'en arrive, là, mais moi, quand je t'entends parler, je pense surtout là, approbation éthique en santé publique, en droit. C'est du sport. Donc, En même temps, on vient d'avoir un consentement là, pour faire des recherches au CHU, mais il n'y a pas beaucoup de limitations sur la forme de l'entrevue. Donc, ça c'est intéressant. Moi aussi, je pensais qu'ils allaient… Par rapport à la recherche… Ouais. Donc, c'est pas… Il y a des fois, c'est assez ouvert. Hein. Ouais. Ça, c'est intéressant de voir que j'ai la voie libre pour faire des livres comme je les entends. Tant que ça répond aux objectifs de la recherche tels qu'ils sont statués dans le formulaire de consentement. Peut-être que ça change. Ça dépend des comités. Aussi, c'est moins sensible. Oui, peut-être à des questions plus sensibles. Moi, c'est plus sur les technologies en santé, c'est peut-être moins. Ouais. Mais dès que ça touche à une personne qui est en situation de vulnérabilité, dès qu'il y a un risque. Ouais. Bon, je vois en tout cas le formulaire de consentement que j'ai lu ne veut pas trop théoriser. Donc moi, qu'est-ce que je fais moi en général personnellement? Je regarde toujours si les recherches qui me servent un peu de référence m'expliquent quelles questions elles ont posées aux personnes. J'aime vraiment voir pour comparer et pour me dire à ces questions-là, moi aussi j'aimerais bien voir si j'ai des réponses similaires ou différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement de voir est-ce que je vais arriver aux mêmes réponses, et ça va pouvoir me permettre de discuter après avec la littérature au terme de votre projet de recherche. C'est personnel. Il y a une autre chose que je fais aussi, c'est que je m'intéresse aux thèmes, sous-thèmes que je voudrais aborder avec la personne en adaptant la formulation dans l'interaction même. C'est-à-dire que si vous préparez une formulation que la personne dit quoi, j'ai rien compris, c'est vraiment une perte de temps, autant voir à quel moment il semble plus agréable de poser une certaine question. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des, comme tu dis, dans certains, vous interrogez des patients, des personnes vulnérables en santé mentale, c'est très très bon de savoir exactement quels mots vous allez peser à quel moment et de pas, justement, de contrôler un peu les effets de cette recherche. Si vous avez interrogé des managers sur l'implantation d'un outil d'édition, etc., je pense que là, ça peut être plus important. Puis surtout, il y a cette idée d'avoir un certain tact dans l'interaction parce qu'il y a pour éviter la langue de bois. Enfin, si vous faites des questions toutes faites, la personne va vous donner des réponses. Donc, il faut essayer quand même d'ancrer ça plus dans le cadre de l'interaction. Alors, l'amorçage. Donc, le début, imaginons que vous êtes au début d'une entrevue. Et là, c'est toujours la question enregistrée ou pas. Parce que là, c'est vraiment une obligation, mais que ça soit dans le formulaire ou pas, il faut demander êtes-vous d'accord avec le fait que j'enregistre l'entrevue. Alors, moi, j'ai déjà fait des entrevues dans des questions vraiment sensibles avec des personnes qui devaient aller critiquer mes soi-disant collègues en tant qu'ethnographes. Ils ont quand même accepté d'enregistrer, mais c'est parce qu'il faut toujours dire que l'enregistrement, il demeure en votre propre possession. Vous pouvez même vous engager, si vraiment vous sentez que c'est sensible, à le détruire après avoir retranscrit. Il y a beaucoup de choses d'engagement vraiment là dans le cadre de la confiance que vous pouvez faire pour permettre d'enregistrer, parce que enregistrer, là, ça va vous libérer considérablement au moment de l'entrevue. Et toutes ces variables-là, de est-ce que je vais enregistrer ou pas, qu'est-ce que je vais faire avec le contenu enregistré, doivent être pris en compte sur un plan éthique à la base d'un protocole de recherche. Anonymisé, puis machin. Il y a toujours 3 pages de blablabla.
Ben, je le mettrai dans un classeur à clé, seul moi posséderai la clé du local qui. C'est fou, là. Il faut vraiment inventer une espèce de truc de décision. Il y a un fichier Excel qui fait correspondre chaque entrevue avec la vraie personne. Ah oui, décrypter. Donc, on est à ce niveau aussi. Voilà, maintenant, c'est ça, c'est qu'il faut crypter. Hein, Et la question d'enregistrer ou pas, dans le fond, vient avec une revue. En fait, c'est que ça dépend si vos recherches, j'aurais aimé peut-être vous entendre avant. En fait, je ne l'ai pas fait à cause des personnes en ligne, mais après, on pourrait le faire. Oui, ou avec eux, le tour de table. Là, parce que je ne sais pas dans quel milieu vous allez faire vos recherches, mais moi, étant plus une sociologue des organisations, en tout cas, c'est toujours en contexte organisé dans lequel je me suis inscrite, même si c'était des organisations communautaires. Dans ce cadre-là, il faut un formulaire de consentement éthique et il faut qu'il soit signé avant l'entrevue. Mais dans ce formulaire-là, dans le fond, il y a déjà un paragraphe dans lequel tu résumes ta recherche, dans lequel tu as pensé à comment tu allais être transparente et jusqu'à quel point. Okay. C'est là aussi que l'informateur, le participant à votre recherche va être tenu de l'information. C'est là que vous allez faire aussi votre petit pitch sur on va enregistrer, ça sert à ça, je vais anonymiser, avez-vous des questions, êtes-vous à l'aise avec ça, si vous voulez cette question-là, vous avez le choix de ne pas y répondre. C'est vraiment créer les conditions pour que la personne se sente en confiance, là, indépendamment du fait que vous l'enregistrez ou pas. Mais bon, tu es d'accord avec moi qu'enregistrer, ça se passe assez vite. Mais fondamentalement, elle parlait d'écoute tout à l'heure, pour être à l'écoute. Alexa, stop! Et c'est surtout, pas seulement pour être à l'écoute, mais pour faire cet enchaînement de questions dont je parlais, c'est-à-dire vous avez un thème que vous voulez aborder, vous voulez être attentif à ce que dit votre interlocuteur pour le placer au bon moment et pour rebondir. Là, si vous êtes obsédé par la retranscription ou par les notes, moi, je l'ai déjà fait parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu être enregistrés, mais il n'y avait pas autant de qualité qu'après la retranscription. Je dirais que ça se fait quand on a une certaine expérience. Comme là, je suis dans le cahier de données pour mon postdoc, puis j'en ai fait une, mais je sais maintenant taper à l'ordi sans regarder mes doigts, puis j'ai comme plus 20 ans, donc je sais comment rendre à l'aise l'autre un peu, tout en... Mais tu sais, si c'est votre premier entretien, exigez de l'enregistrement, parce que vraiment, vous allez avoir l'air d'un clou. Puis vous allez tout prendre tout croche. Exactement. Donc, au-delà de ça, moi, je donne des petites questions. Je vous passerai après les diapositives si ça vous intéresse. Il y a quelques questions qui sont intéressantes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté ma question. Est-ce qu'on peut mettre le micro en sourdine, s'il vous plaît? Donc, il y a quelques questions qui sont utiles pour commencer une entrevue, je pense. Et c'est surtout l'idée que ne demandez pas, comment dire, à la personne de se présenter ou déjà de rappeler un peu son contexte de vie. J'ai bien aimé ce conseil, c'est-à-dire que je dis, bon, présentez-vous, qui êtes-vous? On a l'impression qu'on va mettre tout de suite une personne dans une boîte, elle va répondre en tant que. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais surtout avec les managers qui ont cette idée d'acceptabilité sociale, ce que devrait dire un manager dans cette situation, c'est bon, bah, bonjour, voilà, je suis directeur de communication de cette entreprise depuis 10 ans. Puis ça va revenir vraiment en tant qu'amorçage le reste de l'entreprise. Que si vous dites, ah, mais il s'est passé ça dernièrement, vous pouvez me raconter comment c'est passé? J'ai l'impression que la personne, elle oublie un peu son chapeau, elle va parler, pour moi, plus franchement de ce qu'elle pense. Donc, c'est une bonne question de partir finalement, de la question qui vous intéresse. Hein. Un événement, un sujet, demander une opinion, etc. Je ne sais pas si tu as... C'est une stratégie intéressante. Oui. Ben, souvent aussi, dans les manuels le plus classiques, on va aller vers... On commence du plus général au plus intime ou particulier compromettant dans un processus d'entrevue pour créer la spirale de confiance. C'est-à-dire, alors, parlez-moi du ciel et quelque chose qui a un lien avec vos thématiques. Là. Mais donc, dans la construction du guide, on va vraiment de général au particulier. C'est un peu la même stratégie pour les sondages en ligne où vous finissez avec quel est votre genre et quel âge avez-vous, là, des strates impersonnelles.
Donc, ça correspond un peu à cette stratégie-là. Mais en effet, si vous interviewez des gestionnaires ou des avocats ou des médecins, plus on est en statut dans un contexte organisé, plus on va être dans la vente de voix. Et il y en a qui vont même dire, j'y arriverai tout à l'heure, mais dans l'entretien en situation, mais c'est qu'on reste, et c'est le limite principal de l'entretien, dans le discours. Ce que je fais et ce que je dis. D'où l'avantage du terme d'observation. Je viendrai dans 15 jours pour le. Oh, c'est tellement tout en lien. Oui. La recherche qualitative, vraiment, ça m'a pris des fois. Alors, bon, là, je vous dis un peu le truc basique de l'enjeu, c'est de construire une relation de confiance. C'est très facile de l'écrire, c'est très difficile de le mettre en route. Mais ce que tu disais, le problème, c'est la langue de bois. Bon, il faut arriver au moment où vous avez l'impression que les gens sont sincères. Vous savez, c'est quoi la langue de bois? C'est très français, je crois. Non, alors c'est important, là, dites-le, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas présentés, ils ne sont même pas à l'aise, là, de dire quand ils ne comprennent pas un mot. Non, mais j'ai compris un petit peu. L'expression langue de bois veut dire où on ne fait qu'une reproduction d'un discours sécuritaire en termes d'implication sur le plan psychologique, sur le plan de notre statut, sur le plan politique. Alors, quand on dit, par exemple, d'un politicien qui a une langue de bois, c'est quelqu'un qui va d'emblée ne pas répondre aux questions du journaliste, on est souvent dans ce contexte-là, et il va répéter sa cassette. Parce que c'est ça, sa ligne de relations publiques qui devait maintenir et tout ça. Mais ce principe-là de la langue de bois au niveau politicien, de paroles déjà préconstruites, ben, elle se retrouve évidemment, elle traverse chaque entretien individuel. Parce que les gens, ils ont sinon, ça reproduit un peu l'interaction sociale en général. Ben oui. On veut avoir l'air, on fait maintenant, actuellement, il y a une langue de bois qui nous traverse. Quelle est-elle? On s'appelle une convention sociale. Donc, dans l'échange lui-même. Alors, j'ai mis ici quelques recommandations que je trouve intéressantes. Franchement, celle sur laquelle je pourrais mettre l'accent, et je trouve ça, c'est la position de fausse naïveté. Et qui, quand on commence une entrevue, est assez utile. Moi, je me souviens que je devais aller interviewer des designers de mode. Et je voulais en fait qu'elles me parlent de leur partenaire qui était l'organisation que j'étudiais. Et je voulais en fait qu'elles critiquent l'organisation. Mais j'arrivais, elles pensaient que j'étais de cette organisation. Donc c'était sûr qu'elles n'allaient pas la critiquer. Donc, mais je commençais alors, au début, leur poser des questions sur la mode en général, qu'est-ce qu'elles développaient comme collection, etc. Ils se sentaient tellement en confiance de présenter leur travail, vous voyez, comme si vous n'y connaissiez rien du tout, qu'après on peut arriver vers l'idée, mais alors, avec ce partenariat, etc. Donc vous voyez, cette idée de je ne sais rien, enfin, je sais encore moins que ce que je sais, est utile. Moi, je trouve que ça délie. C'est pas forcément un manque de sincérité, mais les gens aiment parler de ce qu'ils font. Et ils aiment présenter aux autres ignares, on va dire, ou ignorants, ce qu'ils font. Donc, les mettre dans une position d'expert, je pense que ça, c'est parfait pour mettre en confiance. Je pense que si tu as une autre stratégie. Pour mettre en confiance, c'est surtout non, je vais aller dans le sens de cette stratégie-là qui est vraiment pertinente. C'est-à-dire que même et surtout dans ce qui est extrêmement lié à votre question. Parce que sinon, vous ne les entendrez pas sur ça. Si vous les interviewez, c'est parce que vous vous intéressez à leur posture ou à l'élément de vérité d'information qu'ils vont vous donner. Donc, ce que vous connaissez le moins, c'est ce qui est au cœur de votre objet de recherche. Parce que c'est ce qui justifie la... Alors, c'est en rapport à ça. Ça, c'est le plus difficile parce que dans le cas, par exemple, pratique démocratique. Mettons que la personne, alors que je l'ai fait en sous-texte, c'est-à-dire que je n'ai pas nommé d'emblée que c'est le thème de ma recherche, la personne nomme le mot. Là, tu as le goût de dire, ah oui, vraiment, une pratique démocratique? Alors, j'ai 46 théoriciens. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par pratique démocratique? Ça demande de l'effort beaucoup pour... je veux dire, je viens d'écrire 20 pages sur ça, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il y a un travers, je pense, vraiment principal du débutant, et je peux me mettre encore dedans parce que j'ai pas
c'est ne pas favoriser l'écoute et entendre quelque chose qui nous intéresse, s'en saisir et commencer à parler, à poser des questions, interrompre la personne qui parle. Je pense que c'est un classique. C'est un peu notre aspect journalistique à tous. Je ne sais pas si au bout d'un moment, quand vous faites des entrevues, vous écoutez des journalistes, vous dites pourquoi il l'a coupé? C'est parce qu'on se force vraiment à ne pas parler. Okay, la personne va hésiter. Les blancs, les silences, quand vous les réécoutez après dans les retranscriptions, c'est passionnant. Parce qu'on voit les hésitations, en fait. Et vous voyez qu'à un moment, vous avez touché à un point sensible, etc. Si vous interrompez à tort et à travers la personne, il n'y aura jamais de silence, il n'y aura jamais d'hésitation. Vous allez rebondir sur tout à la manière d'un journaliste, ce n'est pas l'objectif. Vous n'aurez pas des bonnes données de recherche. Ouais. Le but de voir les questions sensibles. Ouais. Et sur ça, les introvertis, plus attentifs ont vraiment une longueur d'avance sur les extrovertis, paquet de mal. Ils sont comme, ah oui, c'est intéressant. Mais bon casting pour mener des entrevues. C'est un autodressage. On l'apprend. C'est là que je vais arriver à la transcription. Vous allez voir, c'est le plus passionnant. Alors là, je vais parler des incontrôlables de l'entrevue, donc ce qu'on appelle l'intervieweur lui-même. Les biais. On dit toujours les biais. Je ne sais pas si vous connaissez des sciences dures. On a idée de biais, mais dans le cadre de l'entrevue, ce n'est pas vraiment des biais. En fait, ce sont des facteurs d'influence. Mais moi, j'ai quand même mis le biais. Parce que je sais que Marie-André aime ça. Donc, le biais de désirabilité sociale, donc c'est un peu l'idée que la personne va vous parler de choses qui correspondent à ce qu'on pourrait attendre d'elle dans telle ou telle position. Ouais. En fait, c'est le nom qui donne dans les questionnaires, mais on utilise toujours ce fait. L'influence qu'a l'intervieweur sur l'interviewé. Donc, si vous en prenez compte, ça peut être très riche, au contraire. Je pense que si on a une réflexion sur le manque de neutralité qu'on peut avoir, c'est ça qui construit une interaction. Dire en quel point vous deux, dans l'échange, vous avez fait émerger un sens commun. Moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant. Le problème, c'est quand on a une vision très fermée, néo-positive, vous voulez accéder à la vérité de l'interviewé, c'est problématique parce que vous pouvez dire « Ah, l'influence est mauvaise, donc je vais limiter l'influence, je vais faire un guide, etc. » Mais non, si vous dites « J'influence » et c'est dans le dialogue que peut naître en fait une nouvelle vérité ou disons une connaissance d'un phénomène, ce biais n'est pas très intéressant. Mais bon, il fallait quand même le citer. Là, elle se positionne de façon paradigmatique si on situe les trois paradigmes de tout à l'heure. Voilà, exactement. Pas dans la chute. Elle n'est pas neutre. C'est clair. Alors, il y a l'illusion de la transparence, et après, j'arrivais au dernier incontrôlable que vous avez. Mais l'illusion de la transparence. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, essentiel dans le cadre de mes paradigmes. C'est qu'on pense toujours percer la vérité des interviewés. C'est surtout quand vous entendez que vous avez l'impression que ça y est, il m'a donné cette donnée. Le fait qu'on appelle ça donnée, déjà, c'est une objectivisation très grande de ce que vous allez recevoir. Non, il a répondu de cette manière-là à la question que vous avez posée de cette façon. Je pense qu'il faut relativiser un petit peu ce que vous allez obtenir. Et puis, le dernier incontrôlable, que j'ai trouvé grâce à toi, je trouvais très intéressant l'effet cathartique. Je pense que ça vient vraiment... Attends, on va faire un tour de table pour être ouais. Ah ben, c'est déjà écrit. Ah non, mais alors... Qu'est-ce que l'effet cathartique? Qu'est-ce que l'effet cathartique? La catharsis. Oui, la catharsis, c'est la présentation de choses qui sont appropriées à soi-même, ne pas avoir besoin de faire l'expérience de la catharsis. D'Aristote? D'Aristote, dans le cadre grec. C'est le fait d'être confronté à quelque chose et justement de pouvoir se l'approprier sans avoir besoin de le vivre réellement. C'est ça l'effet cathartique. Ah oui, c'est ça. Oui, mais il y a un truc de... Par exemple, au théâtre, on va demander si... J'ai jamais entendu le mot catharsis. Oui, j'ai déjà entendu, mais c'est en fait la même chose. Mais je peux penser que quelque chose comme une catharsis dans le sens que c'est pas ça monte au-dessus des attentes habituelles. Oui, je pensais que c'était le moment d'extase ou le paroxysme d'un événement. Oui, tout à fait. Mais dans un entretien, ce serait quoi? Parce que dans beaucoup de guides... Il y aurait ça, mais l'effet catharsique... En fait, chez Aristote, j'ai tout relu, parce que bien sûr, elle m'a soufflé ça, donc j'ai tout fait une petite leçon. Qu'est-ce que la catharsis selon Aristote? Ça m'est revenu à mes années de prépa en philo. La purgation des passions. Donc, quand les spectateurs regardent, en fait, une tragédie grecque, ils vivent à travers ce que vivent les personnages. Donc là, quand même, pour faire le point avec l'entrevue, j'ai dû travailler. Mais j'ai vu que l'effet cathartique est très utilisé en psychanalyse.
Parce que quand on fait parler la personne dans l'espèce d'un torrent de confession qui vient se déverser sur le psychanalyste, c'est un peu ça qui est un peu submergé par l'allégresse du patient. Tu vois? Et pourquoi ce torrent émerge? Parce que tout d'un coup, une attention pour toi, sur ton statut, sur ta vie, sur tout. Alors là, tu as comme un... Il y a un effet d'intensification et de parlure, où tu t'en viens à amplifier le réel, à créer un roman de ta vie, de ton statut, de la pratique, de ce qui intéresse, où finalement, tu vas donner ce que l'autre veut entendre. Oui, et puis il y a ce biais de... on va un peu transformer, mais moi, j'avais compris ce biais d'une décharge émotionnelle tellement grande qu'on pourrait peut-être retourner sur cette entrevue après et dire, voilà, vous m'avez dit tout ça, mais c'est pas le feu de l'action, mais c'est qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que... Non, je peux dire ça. Je pense qu'il y a cette négation, mais il y a aussi peut-être un retour en disant, voilà, sur le moment, ça m'a créé ce genre de choses, mais en fait, moi, je pense que ça amène, quand vous êtes vraiment une personne qui a parlé pour la première fois d'un sujet, ça amène une deuxième rencontre, non? Une espèce de retour que fait un peu le psychanalyste parfois après une décharge. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette expérience, mais j'ai quand même quelqu'un qui a pleuré devant moi en évoquant des situations. Et c'est vrai qu'elle n'a pas forcément après voulu que je parle de ce moment émotionnel en me disant oui, mais j'étais sensible à ce moment-là, mais à vrai dire. C'est peut-être prendre en considération aussi, est-ce que c'était ce moment-là qu'elle veut communiquer? Je sais pas, mais ça, c'est sensible quand même. Si vous sentez qu'il y a une vraie décharge émotionnelle sur l'instant, peut-être pas sur les technologies au santé, on s'entend. Je ne sais pas très bien. Non, mais même à ça, il y a une rencontre de deux êtres humains, il y a une attention qui est portée, puis bon, elle et moi, on a fait des recherches notamment au Brésil. Il y a l'effet d'inégalité, de rapport de genre, rapport interculturel, de rapport de statut, de quelqu'un qui n'a pas suivi de formation universitaire, que vous en avez. Toute une analyse des rapports de pouvoir, des représentations qu'on peut se faire autour de ça, va jouer sur une décharge émotionnelle là, qui peut être... dans le cas de l'effet cathartique, c'est relativement positif, c'est-à-dire que c'est vraiment une exaltation, mais qui va amener une distorsion avec la réalité du contenu, avec le propos. C'est une distorsion du contenu, finalement, qui est liée à l'émotion vécue dans l'entretien. J'ai déjà vu l'inverse, où la personne qui se faisait observer, on dirait diminuait son importance dans un événement, c'était pas vraiment qui était central, pour ne pas se faire juger négativement par le fait que, ah oui, j'étais central, c'est moi qui ai mené, puis là on dit que c'est un fait, mettons, que la personne n'a pas se sentir, elle a comme diminué, puis je suis comme, non, mais tu sais, comme je ne vais pas te donner une note, en tout cas, mais comme l'inverse. Non, mais il faut peut-être préciser que tu n'es pas là pour juger. C'est ça, et puis surtout, moi j'aimais toujours dire, voilà, vous voyez, ce que j'attends, c'est votre point de vue personnel. Moi, c'est toujours ce que je disais, c'est votre point de vue unique qui m'intéresse, que vos collègues pensent comme vous, etc. Moi, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et là, c'est vrai que ça lâche un peu les barrières. Et c'est moi, c'est moi que tu dois interroger. Ouais, non, mais ça valorise vraiment les gens. Parce quand est-ce que dans notre vie, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui m'intéresse? L'effet cathartique. Ouais. Mais ce que tu notes, c'est tout à fait. Je suis certaine qu'il y a plusieurs effets de l'émotion vécue dans l'entretien. Celui-là sur lequel on met l'emphase, c'est l'effet cathartique, parce que ça, c'est son versant plus agréable, qui va créer une envie d'avoir un deuxième entretien, mais aussi un biais. Puis à l'inverse, c'est vraiment je suis gênée, tu sais, comme t'expliquais tout à l'heure face aux dames que tu as rencontrées, que si tu es rencontré en individuel, il n'y a rien qui aurait sorti, il fallait que tu les rencontres en collectif pour qu'il y ait une parole qui circule. C'est sûr qu'il y a un effet extrêmement intimidant. Dans le cas d'entretien, par exemple, si tu t'intéressais au phénomène de la violence conjugale, mais c'est toi qui allais faire les entretiens, des enjeux éthiques à se poser sur le fait pour une femme d'être interviewée par un homme alors qu'elle a vécu des expériences traumatisantes. Il faudrait laisser la porte ouverte. Je ne sais pas, toutes sortes de facteurs
le facteur émotionnel au sens large doit être pris en compte dans la réflexion sur votre méthodologie Je pense que d'entretien. c'est une richesse dans une thèse. Il y a des gens qui ont toujours envie de présenter un modèle, on va dire, purifié, puré de la thèse à la fin. Donc, la partie méthodologique, on a l'impression que n'importe qui peut plus la nourrir, l'écrire. Et moi, je pense qu'il faut faire le contraire, de montrer un peu comment vous êtes adapté au cadre de l'interaction. C'est très, très riche pour le jury. Au contraire, il va vous dire, non, mais on a compris que votre situation de recherche était unique. Et que vous êtes formé en même temps que les personnes elles-mêmes. Je pense que ça, c'est riche. Moi, dans mon chapitre de méthodologie de thèse, il est énorme parce que j'ai voulu retracer un peu les embûches, on va dire, les stratégies développées. Donc, je ne sais pas si c'est très ouvert, ça dépend certainement d'un peu de la discipline. En droit, c'est peut-être plus compliqué qu'en gestion, mais il y a vraiment, on gagne à lire une thèse qui s'incarne avec justement quelle réaction vous avez eue la première fois que vous avez tenté d'interviewer des gens. Je pense que c'est un protocole d'apprentissage. Et surtout dans la perspective d'un paradigme constructiviste, constructionniste, donc, où on est convaincu qu'il y a une co-construction, que la production de savoir, donc la production de données scientifiques, vient de l'expérience vécue dans le processus de la recherche autant que dans la cueillette d'informations elle-même. Alors, l'analyse de l'implication, les biais possibles vécus, donc les variables liées à l'émotion, la variable liée à votre différence face aux personnes interviewées, si c'est pris en compte, c'est un plus là, dans une soutenance de thèse en sciences sociales. Moi, je défends les tensions de gestion, ça a été très bien. Donc, il y a des ouvertures. La fine pointe du Critical Management Studies. Voilà, c'est des sociologues qui veulent pas se poser de tête. Donc, moi, j'ai pas trouvé d'emploi ailleurs. Exactement. Donc, moi, je dirais, j'ai bien aimé cette citation. Vous connaissez Marcel Mauss? Donc, moi aussi, j'en ai une. J'ai bien aimé. Si on est trop dedans, on fait une sociologie du gang. Si on est trop dehors, on fait une sociologie du gang. Ça donne un peu l'idée que c'est impossible de trouver une sociologie parfaite. Alors, pour l'analyse, en fait, c'est peut-être un petit peu difficile de retracer toutes les étapes d'une analyse de données, etc. Mais disons que je pourrais donner quelques pistes pour les entrevues exploratoires, par exemple. Si vous devez faire des entrevues au début et vous dites, c'est pas forcément les entrevues principales de ma recherche, mais je suis en train de dire plein de choses, il faut que j'aille sur le terrain. Moi, je trouve que c'est essentiel parce que passer un an, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais passer trop de mois à seulement lire et puis faire le protocole de recherche parfait et puis se dire, bon, je rentre sur le terrain, ça n'a aucun intérêt parce que c'est quand on arrive dedans qu'on voit des vraies hypothèses, en fait. On voit une problématique émerger qui soit pertinente pour les acteurs eux-mêmes. Donc, si vous faites des entrevues exploratives, moi, je pense personnellement que c'est pas forcément, c'est pas tout le temps un cours ou un cours, mais j'ai quelques indications ici, donc surtout ne pensez pas, je sais qu'il y a plus de moyens ici pour faire de la recherche et peut-être que votre directeur va vous proposer que quelqu'un retranscrive les entrevues à votre place. Oh, wow! Je sais que je viens d'avoir une proposition, je me dis que c'est grave parce que quand on commence, on doit retranscrire soi-même les entrevues. C'est vraiment, même si on vous propose que quelqu'un fasse à votre place, ne le faites pas. Parce que c'est un moment très important, surtout les premières entrevues, pour comprendre comment s'est déroulée votre position d'intervieweur. Là, on apprend le plus. Donc, écoutez plusieurs fois, prenez des notes, analysez vos propres réactions, c'est un moment d'auto-analyse. Et puis, dans ces entrevues exploratoires, c'est l'idée de voir s'il n'y a pas des questions en suspens, des choses qui ont été soulignées par les personnes, qui peuvent orienter vos nouvelles lectures, etc. Donc, je pense que c'est toujours bien si vous avez surtout une approbation éthique en amont, vous pouvez commencer à faire ces entrevues. Elles ne seront pas forcément le cœur de votre recherche. Moi, j'ai fait environ 15 entrevues exploratoires avant de rentrer sur mon terrain. C'était très intéressant. Ça a vraiment orienté ce que je voulais rechercher. Donc, n'hésitez pas à en faire. Et puis, comme je disais, ici, ça permet de gagner plus d'efficacité pour les prochaines entrevues. Mais si c'est pour le cadre de la retranscription elle-même, quand vous allez commencer à les faire elle-même, il y a pas mal de manuels qui m'ont beaucoup aidé, notamment sur ce qu'on appelle l'analyse conversationnelle. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce cadre analytique lui-même, c'est conversation analysis. CID, je crois que c'est ça. Je sais pas. Ce sont des auteurs Sicourel, donc des ethnométhodologues, qui ont écrit beaucoup de choses sur comment retranscrire une entrevue.
Et c'est à partir d'eux, surtout, de ces analyses vraiment micro-sociologiques du discours qui ont mené les gens à maintenant écrire les gestes, les tonalités adoptées. Pas besoin d'utiliser leur code, parce qu'eux, ils ont vraiment, c'est vraiment presque la méthode syllabique. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à lire l'entrevue. Elle est tellement codifiée avec silence, l'intonation est ici. On devient complètement dingue. Mais c'est quoi qu'on peut offrir? Parce que j'ai ce même problème passé. Je l'ai lu, c'est vraiment intéressant. Puis je savais, puis OK, c'est que là, je le lisais, puis là, je comprends plus. Tellement je mettais les micro-informations, mais je respectais ce que les. Ça dépend. Ça dépend de ta question. Ça dépend de ce que tu veux chercher. C'est ça, est-ce que ça implique une dimension où l'hésitation est une donnée qui te permet d'éclairer ta question? Possiblement, mais pas tout le temps. Là, je ne savais pas quand le garder ou pas. Puis là, je m'étais encroché, elle bougeait en répondant à l'aise. Mais tu sais, là, j'avais ça filmé pour finalement le réécouter en regardant. En fait, franchement, moi, ce que j'appelle moi, ce qui est c'est ça. C'est ça la contrainte principale. Tu sais, comme, c'est pas avec de bonnes intentions, puis c'est vrai, c'est tellement vrai que c'est l'immersion dans ces données. Tu sais, le chemin fait d'enregistrer permet de revivre l'entretien, mais avec un autre moment. Donc, c'est une autre posture, donc c'est une autre construction de savoir qui peut émerger de ça. Et c'est les fameuses boucles de réflexivité. Ils essaient de les multiplier dans un processus de recherche sociale en rapport à un entretien, en rapport à des données d'observation. Plus tu fais de boucles de réflexivité avec ton contenu, plus il y a une richesse, puis il y a une problématisation riche, puis une écriture riche qui va pouvoir émerger. Alors, est-ce que ça se fait dans la transcription? Est-ce que ça se fait dans la prise de notes durant l'entretien, en plus de l'entretien que tu vas enregistrer, pour ensuite retranscrire tes notes que tu as prises durant l'entretien, mais à un autre moment qui va te permettre d'écouter à un autre moment. Plus ça se multiplie, plus c'est riche. Sauf que je regarde juste les professeurs universitaires en sciences sociales. Ils sont plus dans le cadre. Non, ils n'ont plus le temps là. Ils font plus d'entretien. C'est pour ça que c'est le plus intéressant, c'est la doctorat. Je pense que c'est la recherche vraiment. On a plus le temps de palper, puis là, je parle quasiment tout de mon contenu, mais pour faire un lien avec Mars, que tu citais, puis on est en synchronicité. Moi, j'avais une citation de Mars où lui, il va parler un entretien touche du bout du doigt le phénomène social total dans sa perspective d'anthropologue, spécialiste du don contre don. C'est-à-dire que dans ce moment-là, tu peux avoir une pléthore de réflexion sur le social, et le social qui entoure cette personne-là traverse le moment dans lequel tu es en train d'être dans un entretien. D'où l'importance d'un entretien en situation. C'est un peu ça, je commence mon pitch avec ça. Mais, alors, qu'est-ce que tu fais de cette totalité-là? Le phénomène social total, on peut penser qu'on y touche du bout des doigts comme ethnométhodologue, tant qu'on met les bagues de bibeau but, puis il sniffe fort, il se gratte le doigt, il m'a regardé croche, je me suis senti mal à tel moment. Regarder mes émotions que je sens dans l'entrevue, tu peux zoomer partout. C'est une totalité. Plus tu es réflexif, plus c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à la fin de chaque entrevue, je prenais un cahier, j'écrivais comment je me ressentais. Ou je suis hyper frustrée, j'ai vraiment senti que la personne n'a rien répondu à ce que je voulais lui demander. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pas vous en souvenir. Après, vous aurez vos entrevues les unes après les autres, sauf que celle-là, hyper frustrante. J'ai l'impression d'avoir rien appris. Ça, c'est quand même hyper riche pour après l'analyser et se dire. Dans la saturation des données. Ouais, on sent que. Et par contre, il y en a d'autres. Moi, je me souviens très bien que j'avais écrit, je fais peut-être une didascalie, c'est des commentaires. Et moi, je le mettais beaucoup parce que j'utilisais des photos et je les présentais aux personnes quand je faisais des entrevues qui reposaient sur des photo-éditations. Et donc, elles prenaient les photos et la manière dont elles manipulaient, elles montraient du doigt, ou les personnes étaient en train de faire de la dentelle quand elles me parlaient. Alors, ça, c'est très utile. Quand il y a quelqu'un en train de travailler, je ne sais pas si tu faisais ça, mais une entrevue pendant que la personne travaille, c'est très intéressant parce qu'elle commence à commenter ce qu'elle fait. Donc, pour ce qui vous fait de la pratique de travail, je ne trouve pas ça inutile. Ça dépend de ta question de recherche. Voilà, ça dépend. Si vous travaillez sur la pratique de travail, de prendre quelqu'un qui travaille, au lieu de l'isoler dans un lieu totalement neutre, etc., et de l'interroger, qui commente ce qu'il est en train de faire, c'est pas mauvais non plus. Donc là, s'il y a des objets qui rentrent en compte et que vous avez un cadre méthodologique
un peu proche de l'acteur réseau. Étudier l'interaction homme-objet, ça peut être intéressant. De prendre un tel travail. Un réseau, la tour. Mais c'est ça. Et tous les manuels, je crois, de techniques d'entretien vont aller à leur manière à miser sur certaines approches réflexives plutôt que d'autres. Ce qui est vraiment important, c'est justement la transcription, de prendre les onomatopées dans le cas d'une approche méthodologique ou non, c'est vraiment de regarder l'émotion ou comment on se sent constamment comme chercheur, d'analyser son implication, d'analyser comment on a pu interférer dans le moment. Là, on zoome sur l'intervieweur. On peut zoomer aussi sur l'interviewé, dans comment il s'est senti, dans comment on l'a perçu. On peut zoomer sur la communication non verbale, sur la communication verbale, sur comment on fait la transcription. C'est vraiment infini presque, là, comme terrain de jeu de possible. D'où l'importance d'avoir une recherche qui est relativement claire. Et des œillères. C'est carrément des œillères qu'il faut avoir, certainement. Il faut filtrer, sinon on peut vraiment se perdre. Ouais. Alors moi, je mettais ici qu'il est impossible de retranscrire les paroles avec une fidélité absolue. Donc, c'était pour répondre à ta question. Bien sûr, moi, j'ai beaucoup adapté les formulations, parce que sinon, tes propres collègues de travail dans une perspective d'équipe de recherche vont pas comprendre quand même que ça soit intelligible. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a des moments où j'ai dû reformuler. Certaines fins de phrases, des E qui finissent en A, je sais plus, pour mettre un point. Bah oui, ou bien les gens qui reprennent 3 fois la formulation parce qu'ils hésitent, ou tu le mets hésitant et puis après tu écris la phrase. Je sais pas, il y a un moment, il faut être un petit peu interventionniste. C'est ce que je pense. On est paralysé, sinon au bout de 6 heures, vous êtes à 3 paragraphes. Ça dépend de la personne, mais moi, personnellement, en plus, en portugais, c'était délicat. Donc là, je vais présenter brièvement les méthodes d'analyse, mais je voulais vraiment après passer la parole à Isabelle parce que... Mais moi, j'ai pris la parole aussi, là, fait que on va avoir du temps, prendre mon temps. Mais c'est-à-dire que sur ça, tu vois, ce que je voulais dire surtout, c'est que il y a, pour les attaquer, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses sur l'analyse. Le problème, c'est que parfois, c'est une discours qualitatif, mais pour moi, c'est du quantitatif. Je sais pas si tu as vu ça, mais il y a cette idée de faire des espèces de diagrammes avec les données, les discours et d'utiliser ces logiciels, mais pas d'une façon intelligente où on thématise en utilisant les logiciels, mais par exemple, la logiciel. NVivo, on peut vraiment faire le pire et le meilleur pour rentrer dans le vif du sujet. On a fait une formation. NVivo, j'ai toujours eu cette idée que c'était de la fréquence. Est-ce que vous connaissez NVivo? On propose beaucoup de formations en ce moment. Enfin, il y en a une dans la faculté de droit, mais peut-être qu'il y en aura à l'ISPUM. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les logiciels, il faut faire attention. Il y a le pire et le meilleur. Dans le sens, on peut vous dire, vous allez voir, vous allez faire des nuages de mots avec des fréquences lexicales. Ouais. Je vois pas l'intérêt de faire des fréquences lexicales, mais il y a quand même des gens qui présentent ça dans des articles de recherche. Mais qu'est-ce qu'un logiciel de traitement de données? Mettons là, NVivo 101, c'est quoi un logiciel? Je sais pas si... C'est-à-dire, voilà, moi aussi j'ai mis. Ouais, et puis ça aide beaucoup en fait. Hein. Je parle pas, ici, c'est pas, vous n'utilisez pas le logiciel, vous l'utilisez, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Mais qu'est-ce que cet outil-là? Vous connaissez un peu? Je pense que toi, non. Non. Et lui non plus. Alors, c'est quoi voyons, vous en avez déjà parlé. 2 semaines, oui. OK. Des outils un peu généraux, quoi. Oui. Oui. Alors. Je suis la mère en partie. Ah, super. J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Je me suis préparée. Non, mais on va quand même parler de l'entretien situel. Ben oui, c'est sûr. Non, mais juste pour finir, pour la partie un peu plus qualitative, c'est-à-dire, vous utilisez un logiciel, par exemple. Vous faites des données, mais pas avec cette approche de faire des fréquences lexicales, de compter, etc. Il y a plusieurs, en fait, cadres qui peuvent vous permettre d'analyser les données. Il y a des théories comme, je vous ai entendu parler de l'analyse critique des discours, par exemple, où là, on voit un peu comment des rapports de pouvoir qui sont dans la société peuvent influencer la manière dont on écrit des textes, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs théories et la manière dont vous utilisez une théorie, il faut bien la rattacher au paradigme lieu propre. Tu vois. Si tu commences à utiliser l'analyse critique des discours, il faut savoir que tu vas t'engager dans un processus qui est des théories critiques, etc. Il y a l'approche plus constructionniste. Donc là, c'était
vous dire que le discours, il est co-construit par vous-même et l'interviewé. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment penser qu'on fait une analyse thématique vraiment objective avec ça. Donc, comment tu pourrais insérer ça dans une entrevue en situation? De quoi? Pour une entrevue, par exemple, ethnographique. Oui. Une analyse, ouais. Moi, je reviendrai, je le vois vraiment. Mon affaire était l'entretien en situation, mais ce que je référais, qui est un des éléments que je voulais vous présenter, c'est autour justement des boucles de réflexivité. C'est-à-dire, je pense qu'il va faire la richesse d'une analyse d'un entretien, puis de l'intégration d'un entretien dans un parcours de recherche ethnographique, méthodologique, que ce soit d'ethnographie ou pas, c'est le nombre de rétroactions, de moments où on réfléchit autrement aux matériaux qu'on a collectés. Alors, le logiciel peut s'inscrire et inclure une nouvelle boucle de réflexivité. C'est un outil qui nous aide et qui, je crois, peut contraindre et formater ce processus de réflexion, d'analyse, parce qu'il va vraiment être structurant, donc c'est positif, mais aussi peut-être limitant si on veut découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment un cadre qui va venir contraindre l'exploration. Mais en même temps, si on veut, comme je parlais tout à l'heure, mettre un peu d'œillère parce qu'on a une question claire à répondre, ben, ça peut être un outil extrêmement porteur. Et il y en a plusieurs. C'est pour ça que je pense que ça devrait un atelier entier sur ça. Tu as Vista, tu as Invivo, puis il y a un ensemble d'autres ressources qui sont mises en place. De l'arrimage avec des images, parce que si on parle de phénomène social total, il y a justement, tu parlais de filmer ton entretien. C'est sûr que il y a toute une analyse à faire de l'impact d'une caméra dans un entretien, en termes de langue de bois, maintenant qui est une expérience de bois, en termes de production, de performance qu'il va y avoir dans l'entretien. Mais il y a des logiciels qui vont pouvoir faire un agencement photo, parce que par exemple, dans une de mes recherches, j'avais pris beaucoup de photos, j'avais un niveau de confiance. Invivo venait faire un maillage thématique entre images, texte. Si je relevais tel thème, ben là, il y avait les images qui venaient avec. Là, ça me remettait, moi, dans la boucle de réflexivité, dans la situation davantage que s'il n'y avait pas eu l'image avec l'image. C'est la manière où tu codes l'image aussi. C'est-à-dire que tout est dans le codage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est ça qui est important. La manière où tu as codé ton image, parce que les thèmes que tu utilises vont permettre d'identifier les liens avec ton texte, tes entretiens. Le codage émergent, le choix de codage avant, moi, j'ai bien d'habitude. L'inductif déductif, tu veux dire? L'inductif déductif. Oui, il y a des gens qui lire, finalement, on voit que ces phrases-là sont liées à cette thématique. On réfléchit ou le lire avec les thématiques. Il faut un peu faire les deux quand même, non? Moi, je te dirais de faire les deux parce que tu as une problématique de recherche. Donc, tu as des thèmes que tu veux rechercher dans l'entrevue. Donc là, tu vas thématiser en disant ça me fait penser à ça. Et puis, il y a les thèmes auxquels tu n'avais pas pensé, des gens qui vont aborder des sujets sur ta recherche auxquels tu n'avais pas pensé. Donc là, c'est l'inductif. Mais il y a la posture paradigmatique dont on parlait à la base et ton rapport à tes questions de recherche. Si c'est un rapport strict, parce que c'est le cadre, parce que c'est le temps que tu as, parce que tu as un rapport de recherche de malin sur ces thématiques-là, ben, tu vas aller à la pêche avec des thèmes prédéterminés dans ton protocole de recherche. Il y a des choses qui émergent. Tu peux peut-être avoir une petite filière, ça pourrait peut-être être intéressant, dans une autre recherche, avec une autre subvention, etc., machin chouette. Mais là, on focus sur les thèmes prédéterminés qui intéressent le directeur, qui intéressent le cadre de recherche de l'institut. Approche plus positive. On revient au tout début où tu me parlais justement de la cohérence entre chaque étape du paradigme choisi au départ, puis ensuite de la méthode appliquée. Puis oui, puis l'entrevue telle que tu la diriges aussi. Si tu as un guide, comme tu disais, là, des thèmes que tu dois absolument aborder avec la personne, c'est sûr que tes thèmes sont préexistants, on va dire, les matériaux. Par contre, si tu arrives en cadre exploratoire, c'est intéressant si vous voulez analyser vos entrevues exploratoires. Là, moi, il faut une démarche inductive, c'est-à-dire que on a envie de savoir plus, on a envie que la personne nous enseigne sur quoi lire, sur quoi étudier, donc c'est là que c'est vraiment. Mais a priori, je dirais faire les deux.
Si tu as le choix, ne va pas avec cette posture déductive d'avoir des thèmes préétablis et d'analyser dans les entrevues ce que tu peux voir, ce que ça fait dans ces livres. Ça dépend de... J'ai hâte d'entendre. C'est quoi mon projet? Là? Ça dépend vraiment du corps. Ça dépend vraiment du corps. Diane, tu voudrais présenter? J'en avais plusieurs. En fait, dans plein de projets universitaires ici, j'ai utilisé des entrevues. Donc, à chaque fois, j'adapte ma question à un des projets que j'ai fait. Là, mais il y en a un, c'était sur la santé psychologique à l'Université de Montréal des étudiants. Là, je passe en entrevue la psychologue, une ressource, ou des étudiants dans différents scénarios. Dépendant, c'était... Dans différents scénarios, c'est-à-dire que le scénario était induit par... médecin parent, au cycle supérieur, en recherche, dépendant là, sur le campus, hors campus, que j'essaie d'avoir pas d'idées, d'essayer d'avoir des richesses. Et comment tu qualifierais comment tu arrives à ce niveau de richesse-là? Ben, j'ai pas eu le temps de le finir. Ah. C'est en cours, mais je ne sais pas si je vais le finir un jour. Pardon? Trop riche. Non, mais pour vrai, en fait, je présente à la classe que je suis en train de... Mais c'est ça, puis j'avais, tu sais, ils vont parler de stratégie pour, comme ils vont parler d'isolement étudiant, c'était centré sur l'isolement étudiant. Là, ils vont parler de stratégie pour ne pas être isolé ou des bienfaits de l'isolement ou de la santé psychologique. Là, j'avais comme des catégories, mais là, je ne sais pas s'il fallait que je classe ou que, en tout cas, l'émergence ou déductif ou inductif, c'était mon gros questionnement. À quel point là, je savais s'il fallait que je note réagisse là, peut-être que c'est un sujet sensible ou pas, à quel point je devais réagir ou montrer de l'émotivité dans le fait que je comprends que la santé psychologique, c'est pas facile, tout ça, ou ça mettait un biais dans ma façon d'agir ou être super neutre puis écouter. J'ai eu vraiment beaucoup de questions. C'est là que tu t'es posé la question si tu mets les baves. À chaque fois, oui. Ouais. Ou est-ce qu'une hésitation représente vraiment une hésitation? Un inconfort ou bien. Exactement. Lorsque c'est moi, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait l'entretien en place avec les mêmes questions, ça a eu la même réponse? À chaque fois, en fait, j'ai eu une réponse à ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de se poser la question déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font sur le mode automatique. Eux ou un robot, il y a cette idée de validité de la recherche, donc si quelqu'un venait dans les mêmes conditions et administrait le même questionnaire, on aurait les mêmes réponses. Je pense que tu as déjà abandonné cette idée-là, donc c'est ça qui est Oui, absolument. Mais même là, dans ma réaction, des fois, je fais je fais comme un on peut-tu continuer là-dedans? C'est comme dans le cœur du sujet, parce que sinon, il me tapait à droite, à gauche. Moi, je pense pas. C'est pas mal de réorienter. Et quand c'est 1 heure, mettons, l'entrevue, puis tu parles 45 minutes de ce qui t'intéresse pas, comme là, c'est comme année, il fallait que j'essaie de. C'est très sensible. C'est un explosé. Je voulais que ça implose sur un point précis. Fait que là, j'essaie d'agir comme. En tout cas, je montrais de l'intérêt, mais je laissais le monde. Je voulais pas orienter. Ça a été la grosse question de à quel point c'est un biais d'orienter ou de montrer de l'intérêt. Mais voilà, c'est l'idée du biais. Oui, mais oui. Si tu te dis qu'il n'y a pas de neutralité, de toute façon, tu es en train d'orienter. À partir du moment où tu as demandé à rencontrer la personne, elle va parler de quelque chose qu'elle ne voulait pas te livrer, ni à quiconque, à toi-même. Donc, c'est parce que tu étais dans l'idée de ne pas orienter, garder une scientificité, une objectivité. Voilà, mais c'est pour ça que j'embête tout le monde avec les paradigmes à chaque fois. Mais si tu te dis, je suis constructionniste, il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet, on construit ensemble le discours, tu n'as pas besoin de justifier que tu as mis tel paravent pour créer de l'objectivité. C'est subjectif. Tu as rencontré quelqu'un, tu lui as posé une question, il ne s'imaginait pas te rencontrer dans cette situation, tu es dans un lieu qui va influencer le discours, etc. J'ai manqué de jeter le avis pendant. Mais... Oui, je ne sais pas trop comment tu arrives, ça doit être particulier d'arriver au feu de l'action comme ça. C'est super. Je veux juste savoir, constructivisme, est-ce que ça a moins de valeur en tant que lieu ou pas? Non, mais moi, je suis une règle d'un vote qui oui, elle aime beaucoup le constructivisme. Ah non, elle fait un plaidoyer du constructivisme depuis tantôt. Mais est-ce que vous, en fait, votre choix, est-ce que c'est une question de la valeur de la recherche dans vos milieux par la suite? On a un peu, en tout cas, mentionné cet élément-là, en tout cas, moi, je pense, en rapport de souci d'approbation éthique de la recherche. Parce que souvent, dans le comité de recherche, je ne sais pas si ça est clair, mais c'est que souvent... une partie, après, pour la publication aussi. Oui, oui. Il y a des choses anti-constructivistes, par exemple. Est-ce que ça influence vos choix? Je
pense qu'il y a des journaux qui n'acceptent pas de recherche qui est en paradigme interprétativiste. En fait, dans un premier cours, c'est intéressant, j'avais mis les critères d'évaluation de la recherche. Et on va dire que chaque école a ses critères. Donc, si on a une perspective néopositiviste, donc cette idée de mettre en place un protocole pour atteindre une certaine objectivité, les critères d'évaluation, c'est généralisation de la recherche. Est-ce qu'on peut finalement appliquer les résultats de ce terrain? Alors là, on va utiliser plutôt des méthodes comme questionnaires qui sont représentatives. Donc là, c'est quand même... Et l'importance de ton N qui vient jouer aussi, le nombre d'entretiens que tu vas réaliser. Et plus tu en réalises, plus ça doit être standardisé. Alors, moins tu peux avoir de thèmes émergents et plus tu vas en Ce que je veux dire, c'est du choix de la recherche ou de la manière dont tu conduis l'entrevue, tu vas arriver jusqu'à la publication. Et au lecteur t'attend. C'est presque comme des écoles qui sont fermées les uns aux autres. Là, les œillères, là, elles s'opèrent vraiment. C'est-à-dire que, bon, je sais pas, peut-être il y a une néopositrice en sciences sociales et ils ont un travail dur. À moins de faire de la statistique. En économie, il y en a beaucoup, mais en psychologie, il y en a beaucoup. Ouais. En sociologie, en de laboratoire, là, d'expérimental. Oui. Bon. On isole les conditions, en fait, les facteurs qui pourraient influencer. Fondamentalement. Sur les paradigmes. Depuis que je suis en santé publique, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce qu'on doit en choisir un. Je suis un physicien, on s'entend qu'il est plus positiviste. Puis j'arrive avec une recherche doctorale en qualitatif, puis il y a des entrevues très constructives. Et là, moi, je suis très tranché où on me dit qu'il faut que tu choisisses, mais dépendant des contextes, je peux varier, on dirait. Autant que je pourrais faire plusieurs entrevues, puis selon la façon de voir, je pourrais faire une analyse sur le nombre de fois qu'on parle de culture académique qui entraîne l'isolement étudiant, mais en même temps faire de l'interprétativité, puis vraiment voir les mêmes données sous plusieurs paradigmes ou lunettes, et que ça reste moi qui le fais, puis qui me place dans plusieurs paradigmes. Donc, je dirais qu'en santé publique, c'est impossible. Ok, Isabelle, elle a son point de vue. Moi, je comme ça, puis je suis allée voir une excellente soutenance de thèse dernièrement d'un collègue de ma cohorte où c'était rigoureux, là. Lui s'intéressait aux espaces très rapidement, là, aux espaces de concertation entre le judiciaire pour le traitement de la déficience intellectuelle. Quand ça tombe du côté de l'incarcération, du côté de la psychiatrisation, du côté du social, du psychosocial, de la tutelle, ou c'est des travailleurs sociaux plus qui vont. Alors, peu importe. Et là, on partait dans des entreprises collectives de cas précis. Tu avais autour de la table des représentants du judiciaire, des représentants de la psychiatrie, des acteurs plus CLSC, psychosociaux. Et là, avec des études de cas concrets, il y avait des interactions sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils finissent en prison, qu'est-ce qui s'est passé pour... Puis là, ils analysaient leur discours. Alors, ils l'ont analysé. C'est dans l'analyse, en fait, pour répondre à ta question, là, avec cet exemple-là. Il l'a analysé avec la lunette ethnométhodologique très à la Goffman, donc avec une analyse très poussée des interactions puis une grille ethnométhodologique. Il l'a analysé avec un paradigme plus positiviste, c'est-à-dire combien de fois il y en a mis tel mot, combien de fois, c'est plus objectivant, là, du combien, du comment. Puis il y a des questions, puis il y a des analyses intéressantes qui sont sorties de tout ça. Et un troisième. Exploratif. En tout cas, un autre grille d'analyse. Ces trois grilles-là portent un paradigme différent. Et lui, il arrive après avec une synthèse. Non, mais ça, c'est brillant, mais c'est pas faisable. Ben, c'était une thèse. D'accord. On va dire que sa vision, sa contribution, elle est déjà méthodologique, c'est le croisement des paradigmes, on va dire. Ouais, quelle est la nature de la connaissance qui est créée à la suite de cela, parce que en droit, c'est le gros problème aussi, finalement, quand on essaie de faire de l'interdisciplinarité, c'est la connaissance juridique. Plus créer de la connaissance méthodologique à proprement parler. Oui, est-ce que la connaissance méthodologique n'a même pas écrasé un petit peu les résultats réels des terrains, quoi. C'est un petit peu, en tout cas en droit, c'est quelque chose qui serait impossible, je pense, de croiser. Déjà qu'on a du mal à passer le méthodologique pur et dur, alors si en plus après, il faut arriver à montrer qu'on peut utiliser différents paradigmes dans une même étude, ça me paraît. J'imagine l'avantage intellectuel que ça peut avoir, mais j'ai du mal à voir en pratique. Je pense que fondamentalement, oui. Puis je ne connais pas comment on fait une thèse vraiment de doctorat en droit. C'est quelque chose que je gagnerais à... Oui, c'est ça.
Mais je pense qu'on est à la fine pointe de l'innovation ici. C'est que t'es quand même au HPOD. Un excellent exemple de langue de bois. Non, mais j'ai compris. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est je crois que cette thèse-là, pour revenir à cet exemple-là, se fait dans une perspective fondamentalement constructive. Où on joue avec les grilles d'analyse pour voir comment elles influencent. On peut ressortir des choses complètement différentes. Tu regardes avec ce cadre-là, voici ce qui sort, avec ce cadre-là, voici ce qui sort. Donc, le cadre influence ce que je vais sortir. La preuve en est ma thèse. On est d'accord que les cadres paradigmatiques, ils n'ont pas été présentés par les positivistes. Ce sont les constructivistes qui ont montré l'existence de divers cadres paradigmatiques pour montrer en quoi eux aussi avaient une certaine validité dans leurs résultats. Donc, quelqu'un qui va comparer les cadres, il a déjà une certaine répétitivité. Mais je pense que le maître, c'est les cadres de sciences sociales. Il y a tous les cadres aussi de sciences de l'éducation avec le pragmatisme. Oui, mais ça peut être tout ça. C'est d'autres cadres paradigmatiques complètement. Ben, je pense qu'il n'y a pas consensus. C'est un choix. Il y a une pluralité qui va varier d'un enseignement à l'autre, malgré que je pense qu'on peut arriver à une certaine exhaustivité. Mais souvent, le courant pragmatique va être associé à une certaine à un certain degré. En ce sens où pragmatisme, pratique, influence, c'est un rapport à l'efficacité pratique, donc à ce qui se vit dans l'action qu'on peut produire de la connaissance. On peut utiliser les cadres. On va utiliser les cadres de recherche qui sont pertinents à l'action qu'on veut étudier et non pas en fonction du paradigme qu'on a choisi. Oui, dans ce sens-là. L'ancrage devient différent. Une radicalité empirique. C'est ça. Oui, tout à fait. Qui viendrait donner des arguments à mon collègue, justement. Oui, exactement. Puis que lui, il a choisi, avoir trois visions de. Tu veux le terme worldview que paradigme, des fois, trois visions, visions du même objet. C'est une approche qui est très pragmatique pour dire que finalement, si je veux bien décrire l'objet, il faut que j'aille trois positions sur le GPS. Oui, mais toujours dans l'esprit de ce que Marcel Mauss disait sur le phénomène social total. Il pourrait en avoir 1 million, c'est à l'infini. C'est-à-dire, il y a toujours un élément qui est là, qui n'est pas... Ça fly, là? Phénomène social total. C'est qu'on aurait une compréhension en 360 degrés du phénomène. Mais ça, c'est impossible. C'est le deuil qu'on doit faire à partir du moment où on fait une recherche en sciences sociales. Et dans la maison, tu avais déjà visité. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. Non, mais si je remets toujours avec cette idée de paradigme, c'est parce que quand on rentre peut-être en sciences sociales, tu viens justement des sciences dures, etc., cette idée qu'une recherche peut être neutre et d'assumer le fait que c'est pas grave, on choisit un certain cadre. Parfois, on ne le choisit pas, mais on aime certains lecteurs qui ont ce cadre-là. Et puis, moi, ma théorie, pour répondre à ta question, lequel on choisit, etc., c'est la cohérence. Tu ne peux pas pouvoir en prendre trois, de toute façon. En plus, c'est encore plus casual au moment de la soutenance, parce que les gens, ils ont une appartenance philosophique dans leurs écrits. Et donc, il y en a un qui va parler à l'autre, qui n'est pas forcément d'accord, et ils vont tirer le vôtre, c'est lequel. Donc là, on défend sa position. Donc, tu cites des auteurs un peu consacrés du champ. Tu dis, voilà, moi, ça, c'est mon cadre. J'imagine que la réalité est co-construite. Donc, j'ai mis en place cette méthodologie et mes résultats sont interprétés de cette façon. Et puis, je suis cohérent. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais au moins, moi, c'est le conseil que je donne. C'est d'avoir de la réflexivité en vous disant, cette méthodologie-là, elle a une tradition derrière. Mais présenter directement la traduction en disant, c'est mon épistémologie dans mon chapitre. Puis après, ma méthode, c'est ça. Et puis, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça que je veux dire. Mais de me croiser, ça me semble un petit peu dangereux. Oui, c'est risqué. D'ailleurs, il y avait un évaluateur français sur son jury. Je ne suis pas d'accord. Ouais. En sciences sociales, c'est ouvert quand même, mais la personne était en quel droit? Droit aussi? Ouais, là, je pense. Mais il y a une grande différence avec le droit quand même. C'est que vous donnez une énorme valeur à expliquer les choses de manière neutre, parce que c'est une contribution en soi. Mm-hmm. Pour nous, c'est pas une grande contribution de faire ça. Ça va être prescrire quoi faire dans des situations.
les changements législatifs, etc. Mais quelqu'un qui ferait une thèse de doctorat uniquement descriptive/explicative, ça passe probablement pas chez nous. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui pourrait changer parce que de vraiment bien comprendre comment on est de l'expliquer un phénomène, c'est hyper complexe, finalement. C'est une méthode super rigoureuse, mais puis on voit que sur lequel on travaille, mais nous, on est dans le prescriptif souvent sans trop bien comprendre le phénomène. C'est-à-dire que c'est ma contribution au séminaire d'aujourd'hui, en tout cas du moins de ce que j'ai compris. Comment situer le prescrit dans son contexte? Jusqu'à quel point le droit, dans une thèse qui prescrit, prend en compte le cadre, le contexte, le phénomène social total dans lequel il se produit? Pas beaucoup. Puis c'est là qu'on a intérêt à se parler, parce qu'on valorise de plus en plus, mais vraiment pas beaucoup. Il y avait l'aspect performatif vraiment du droit, on sait qu'il y aura des résultats qui peuvent être pris sur la connaissance qui a été créée, qui dépasse vraiment juste l'aspect descriptif. Mais il faut faire les deux, justement. En quoi ça dépasse? L'appropriation, tu veux dire, la norme? Oui, exactement. C'est vraiment, je pense, intéressant, et c'est en particulier dans des aspects comme l'innovation, etc., où justement le droit n'est pas encore là. Il faut étudier le phénomène social avant pour qu'ensuite on puisse conseiller juridiquement ou légalement et créer des législations qui soient vraiment faites pour un phénomène social, pour une explication, et qui est c'est ce qui manque d'ailleurs au droit, c'est les analyses critiques empiriques du droit maintenant qui sont faites beaucoup dans les legal studies, où justement on essaye de voir, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, grâce justement à des algorithmes qui permettent quantitativement de savoir quelle décision a été prise, à quel endroit, dans quel moment, etc., et qui nous permet ensuite de faire évoluer le droit de façon empirique. Mais ça reste quelque chose d'assez... Attends, mais l'empirie vient dans l'évolution à... L'empirie, elle est où? On l'utilise bizarrement en droit. Oui, là. Tu m'as parlé de... Disons, l'empirisme juridique, qui serait pas du tout... Oui, C'est législatif de dire combien de décisions en faveur de telle situation a été wow, prise. OK. L'empirie du robot, quoi. C'est ça. L'analyse lexicale des contenus des juges, par exemple, dans les jugements. Parce que justement, ce qu'il y a la grande différence, c'est de l'étude documentaire. Oui, c'est ça. Il y a quand même... Elle donne des nouvelles. C'est vraiment demandé. Mais c'est parce qu'il y a besoin de justement, c'est ce caractère performatif du droit, c'est la tradition juridique du précédent, etc. Oui, la jurisprudence. Voilà, exactement. Mais c'est fondamentalement, c'est fondamentalement ce qui est nécessaire au droit. S'il n'y avait pas d'égalité, s'il n'y avait pas d'égalité de traitement grâce au principe du précédent, etc., le droit n'aurait plus aucune légitimité par la société. Donc c'est pour ça que le positivisme a tellement de mal à quitter le droit a tellement de mal à quitter le positivisme pur et dur, parce qu'on a besoin de ces concepts, parce qu'ils sont inhérents au droit, en soi, dans le droit. Le droit serait inexistant s'il n'y avait pas justement le principe d'égalité, le principe de non-discrimination, et tout ça, il est garanti par le positivisme précédent. C'est parce qu'on traite deux personnes de la même façon, dans la même situation, et ça, tout ça, c'est des choses dans une approche complètement constructive. On ne peut pas faire ça, pas du tout. Mais si on s'intéresse à la manière dont la norme est appropriée, ou le droit naît, un peu comme la sociologie du droit, comment le droit émerge de rencontres, de forces politiques, etc. Là, comment le droit émerge, mais après, quand tu vas créer, c'est plutôt c'est de la genèse du droit plutôt, alors que finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est créer la connaissance en droit. Quel est le verbe de l'objet? C'est-à-dire que le verbe associé, parce que par exemple, je me rappelle quand j'étais en train de publier mon Samari, moi je m'intéresse à la santé, les organisations de la santé. Alors c'est toujours un déchirement, est-ce que je vais appliquer IRSC ou CRSH? Et la limite, le lien que je vois, c'est quelle est la finalité? Et le mot, je trouve le verbe qui représente le mieux les sciences sociales dans la différence avec ce que tu menais tout à l'heure en lien avec les sciences juridiques, c'est qu'on veut comme comprendre au sens large. Et là, on se rapproche du phénomène social total. Tu disais que c'est la réguler. Ouais, voilà, la finalité n'est pas la même. Et c'est nécessaire, les deux. Mais alors là, c'est ça. Je trouvais ça intéressant dans ce que tu disais. Tu le situes à la base. C'est-à-dire, comprenons bien, maintenant, le droit arrive. Alors, comment on se gère, on se régule entre nous. C'est ça que l'interdisciplinarité devient intéressante et que justement, le positivisme montre ses limites. Voilà, il y a ces limites complètes du positivisme dans cette situation-là où finalement, on n'a pas... Et on a ce qu'on appelle l'inflation législative, etc. On va prendre des lois de plus en plus,
on va essayer de légiférer sur tout et n'importe quoi dès qu'il y a un événement, etc. Et c'est justement dans ça, c'est parce qu'on n'a pas de compréhension globale du phénomène, mais on a juste besoin d'intervenir sur une partie en particulier. Et quand on parle de sujets tels que l'innovation médicale ou des choses comme ça, là, à ce moment-là, c'est plus possible parce qu'un mois après, la situation n'est plus la même, les technologies ne sont plus les mêmes, la recherche est allée dans d'autres directions. Le comprendre vous cause du souci, là. Exactement. C'est plus difficile pour réguler à ce moment-là. Donc, c'est faux. Dans ces champs-là en particulier. Voilà. Ça, j'essaye de comprendre un peu. Je ne sais pas si je vais arriver à créer un terrain, mais c'est vrai que... Il y a une grande ouverture en ce moment à ça qu'il n'a pas eu pendant longtemps. Qui finance la recherche en droit? CRSH. C'est CRSH. Oui. Donc, c'est le droit de la santé, c'est le seul secteur qui peut tomber dans les deux, mais je pense que le cache pas en adoption à demande. C'est nouveau, là. Mais c'est CRSH largement. Mais donc, parce que la nuance en sociologie de la santé, c'est vraiment quand c'est améliorer, rendre plus efficace, évaluer, tu tombes en santé, donc tu es dans la perspective plus prédictive, souvent de répondre à... Et si tu es dans comprendre, expliquer, décrire, c'est plus science sociale. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a dicté la ligne. Mais en droit, si c'est régulé, mais c'est sciences sociales quand même. Je pense que oui, c'est ça. Vous avez votre bibliothèque aussi. Mais on justifie, puis on a toujours un peu trouvé notre place dans ce monde. Un peu. Si c'est médical, c'est pas dans c'est pas plus une part. Tu prends toujours une posture de justification. La santé publique aussi. Puis à chaque fois, t'es pas choisi parce que t'aurais peut-être été dans un autre, mais t'aurais dit la même chose. À cheval. Non, c'est ça, il y a un paragraphe entier, moi, à chaque demande que j'ai faite, où je suis vraiment en sciences sociales. Écoutez, vraiment, là, Un petit drapeau blanc, des fois. Please, donnez-moi de l'argent. C'est un peu une blague, on se le passe, puis, OK, bon, c'est pas vraiment ton projet, mais là, tu sais, on sait que ça appartient à IRSC. Là, on sait que, à chaque fois, pas vrai, c'est pas vraiment un projet, mais on met juste l'aspect toute santé, ou sciences humaines, ou sciences sociales. On va entre les trois. Ouais. Mais je pourrais vraiment appliquer mes cours. Je sais pas. C'est un travail de traduction. Mais si on revient justement, mettons, et donc dans la méthodologie, l'entretien en situation, c'est, je crois que sur le plan du financement, sur le plan de l'approbation éthique, s'il y a quelque chose qui est vraiment difficile à mettre de l'avant, mais ça dépend peut-être où c'est rendu un lieu d'exception maintenant, c'est lorsque tu ne donnes pas lorsque tu n'as pas des questions de recherche claires, lorsque tu n'as pas des objectifs, des sous-objectifs de recherche clairs avec un guide d'entretien et des questions préétablies, ça inquiète sur le plan du risque que ça peut impliquer pour les personnes dans des entretiens, j'imagine juste en santé psychologique. Si tu n'as pas un cadre prédéterminé, et ça ouvre sur, c'est que ça ouvre sur une tangente un peu thérapeutique du moment catharsique, comme on parlait tout à l'heure de l'entretien. C'est quoi comment tu as planifié les dérapes possibles et comment tu ramènes les gens au cadre spécifique de l'entretien prévu. C'est ce qu'on veut voir dans les protocoles de recherche pour que ça soit subventionné, pour aussi que ça soit approuvé sur le plan éthique. Alors, souvent, l'entretien en situation va être un peu, je dirais, charcuté au profit de cadre qui est là pour la protection des personnes qu'on va interviewer. Surtout dans les cas de personnes vulnérables, en santé mentale notamment. C'est un grand travail, c'est long, parce qu'après, il faut détricoter. C'est-à-dire qu'on fait l'exercice de découper, de prévoir l'ensemble des situations, d'enligner des objectifs de recherche qui vont nous amener avec des questions d'entretien très spécifiques. Mais après, parce qu'on a une approche plus exploratoire, comme dans la recherche que j'ai menée en ethnographie d'un réseau de santé mentale, ben là, c'est l'ouverture qui peut embarquer. On dirait que le cadre qui permet d'avoir sa recherche financée, d'avoir sa recherche approuvée dans un contexte institutionnel, vient nous donner une liberté puis une intelligence après dans l'ouverture au phénomène social total, dans l'exploration, puis ce qui émerge
puis de la rencontre, à partir du moment où on a une certaine perspective constructive, où on croit qu'il y a quelque chose qui se produit ici qui vaut la peine d'être transcrit, d'être rendu sur le plan de l'analyse et de l'article scientifique en public. Parce que c'est ce qui rend ta recherche unique. Et l'unicité, ça, c'est sûr que c'est scientifique. À partir du moment où c'est transférable. Enfin, moi, je disais quelque chose qui me disait que la force d'une anthropologie, justement, c'est très centrée sur un fait particulier, c'est qu'après, tu puisses converser avec la littérature. C'est une contribution théorique. Il ne faut pas oublier que tu es en train d'étudier un fait particulier, une entrevue particulière, un réseau de santé mentale particulier. Mais en quoi tu arrives à dialoguer avec d'autres disciplines, avec d'autres terrains, etc. Ça, c'est un enjeu. Dans toute discipline, qui, par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens, il y a quand même des facultés où on dit, les lectures de privilégier les cas multiples, des études comparatives, etc. Et comment on justifie dans ce contexte-là, dans cette littérature-là, une étude de cas unique? Enfin, si vous vous aventurez dans une étude de cas unique, moi j'ai dû me poser cette question parce que j'avais genre une entreprise sociale de 5 personnes et je devais parler de l'entrepreneuriat social dans un pays de 200 millions d'habitants. Enfin, c'est quand même là, c'est contribution à la recherche. J'ai dû lire beaucoup pour me dire en quoi le fait qu'on étudie très profondément un objet minuscule puisse nous donner des intuitions et donner à d'autres chercheurs des intuitions sur ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Mais c'est-à-dire que, phénomène social total, dans la singularité, on voit émerger des questionnements qui parlent à d'autres. Moi, typiquement dans l'entrepreneuriat social, j'ai vu une tension très nette entre la recherche d'un financement et l'aide apportée.